Actualité l'oblige, madame, messieurs, bienvenue à tous. C'est pour nous un plaisir de vous retrouver sur Congo 26 Télévision. Vous le savez certainement, les consultations annoncées par le président de la République ont débuté depuis le lundi 24 mars dernier, sous la présidence de son conseiller spécial. Depuis le début de ces assises, plusieurs acteurs politiques ont défilé, parmi lesquels Modeste Bahati, Jean-Pierre Bemba, et plein d'autres. Mais une question se pose par rapport à ces démarches. Quid de la démarche des évêques de la Cinco et de l'ECC? Nous allons essayer autour de cette thématique réfléchir en vue de trouver et de proposer des solutions par rapport à cette actualité. Et sur ce plateau, je ne serai pas seul, vous le savez certainement. Je serai avec un invité. Il s'agit de monsieur Alain Mukuna Mwembi, cadre de l'UDPS et membre du corps d'élite scientifique de l'Union pour la démocratie et le progrès social, un habitué de ce plateau. Bienvenue, monsieur Mukuna. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Très ravi de répondre encore à votre invitation. Il s'est fait malheureusement depuis quelque temps, compte tenu de notre agenda très chargé, on n'a pas été en mesure de venir répondre à vos nombreuses invitations, à vos nombreuses sollicitations. Bon, qu'à cela ne tienne, Dieu a permis que ça se passe aujourd'hui et me voilà pour que nous puissions commenter l'actualité et apporter, comme j'aime le dire, le brin de lumière que nous avons. La petite lumière que nous avons doit servir à toute la communauté. Donc voilà qui est très important et c'est ça qui donne tout le sens à notre existence. Alors, vous nous suivez de partout, vous nous suivez à Dallas, aux États-Unis, vous nous suivez à Beni, à Butembo, en Afrique du Sud et partout. C'est pour nous un plaisir que vous pouvez réagir et contribuer à ce débat en envoyant vos messages sur le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Nous ne manquerons pas de le transmettre à l'invité. Alors, nous allons tout de suite mettre le pied dans le plat. Monsieur Mukuna, vous êtes cadre de l'UDPS. Les consultations ont débuté, qui ont pour objectif réunir les Congolais autour du chef de l'État, du président de la République. Mais pour certains observateurs, cette démarche tend à court-circuiter la démarche des évêques catholiques qui plaident également pour la même cause. Il n'y a aucune raison de les court-circuiter. Je crois que chacun d'entre nous est en train de travailler pour l'intérêt de la nation. Comme je venais de vous le dire tout à l'heure, la petite lumière que nous avons en nous, c'est pour contribuer à éclairer toute l'humanité. Donc ça signifie que la démarche que le président de la République a enclenchée ne s'oppose en rien à ce que les évêques et le pasteur de l'église de l'ECC sont en train de mener. Je crois que tout se marie. Et comme j'ai coutume de dire, et ça je fais honneur à la poétesse Alda Merini, c'est une Italienne qui avait coutume de dire, même si la fenêtre est la même, nous ne voyons pas les mêmes choses. Pourquoi? Parce que ce que nous voyons dépend de notre regard. Donc il y a des gens qui pensent que ça s'oppose, d'autres qui pensent que ça peut se compléter. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres parmi nous qui font beaucoup plus confiance aux prêtres, aux pasteurs. D'autres font beaucoup plus confiance aux gouvernants politiques. Et quelque part, nos chemins vont se croiser si nous sommes tous animés de bonne foi, si nous sommes tous animés par un seul souci, le développement de notre pays, la paix, que la paix soit retrouvée. Et du reste, vous savez que notre devise, c'est quoi? C'est quoi? Nos amaris, on dit justice, paix et travail. Donc, il est très nécessaire que le Congo puisse rapidement retrouver la paix, parce qu'il n'y a que la paix qui va permettre au pays de pouvoir se développer. La situation des guerres, les conflits ne nous permettent pas d'aller de l'avant. Donc, nous avons tout intérêt à faire en sorte que les efforts des uns et des autres, quelles que soient nos positions, quelles que soient nos préemptions, quelles que soient nos appréhensions, quelles que soient nos oppositions, à un certain moment, il est quand même bon, comme nation, que nous puissions tous rassembler nos forces pour pouvoir aller de l'avant. Selon ce que nos noko, comme on dit un peu en lingala, on dit l'union fait la force. Alors, et nous en avons besoin. Oui, l'union fait la force, nous en avons besoin, puisque vous en parlez aujourd'hui. Après son audience chez le conseiller spécial du chef de l'État dans le cadre de consultation, Vital Kamerhe, le président de l'UNC, a relevé un point très important, un point qui nous intéresse par rapport à la cohésion nationale. C'est il a appelé à une certaine modération dans les différents discours des acteurs politiques en cette période, en vue de permettre
cette cohésion, de fédérer tout le monde autour de cette initiative. Mais l'on sait que depuis un certain moment, il y a une flambée de discours qui tend à défavoriser cette démarche. Je parle ici de Jean-Pierre Bemba Gombo, le président du MLC, qui depuis un certain moment va de révélation en révélation contre Joseph Kabila Kabange. Comment vous analysez cette situation? Est-ce que cette démarche favorise cette cohésion nationale ou il faudrait adopter une autre attitude, même vis-à-vis de nos adversaires politiques, le plus farouche? Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons la même fenêtre, nous ne voyons pas les choses de la même manière. Je ne pense pas que les nombreux déplacements du VPM Jean-Pierre Bemba n'ont comme objectif que de s'en prendre à l'ancien président Joseph Kabila. Certainement, nous ne voyons pas les choses de la même manière. Certainement, nous avons des éléments qui nous permettent de croire qu'il est derrière l'AFC et le M23. Ça, ce n'est plus à démontrer. Et je crois que ces dernières sorties médiatiques l'ont montré à suffisance. Mais qu'à cela ne tienne, chacun a sa méthode, son approche. Et je crois qu'il a des raisons pour lesquelles il tient ce discours. D'autres sont en train de se lancer sur le même terrain de mobilisation en utilisant d'autres moyens, d'autres discours. Bon, à chacun ses méthodes. Alors, est-ce qu'il est nécessaire, par exemple, de commenter sur la vie privée de Joseph Kabila, sur sa filiation, toutes ces choses? En quoi ça fédère la population? En quoi ça facilite la cohésion nationale? Je crois qu'il n'y a pas que lui qui s'est lancé dans ce schéma. Je sais qu'il y a d'autres dans l'opposition qui, au-delà du discours politique, au-delà de nos adversités politiques, qui vont au-delà, qui s'en prennent au président de la République. Il y en a d'autres qui s'en prennent aussi au VPM, il y en a d'autres qui s'en prennent à la Première ministre. Je crois qu'à un certain moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, la petite lumière que nous avons, si elle peut éclairer la communauté, elle est la bienvenue. J'ose croire que peut-être s'il s'en prend lui, du fait qu'il a pris l'autre camp, le côté opposé. Non, n'est-ce pas un problème personnel aujourd'hui, lorsqu'on sait le passé de Bemba et de Kabila? Il n'y a que lui qui pourra bien le dire, mais je ne pense pas que, je crois que c'est un homme politique. Il a eu, c'est vrai qu'une bonne partie de sa vie a été, je dirais, massacrée, crucifiée par l'ancien président. Est-ce qu'il y a du ressentiment là-dedans? Je ne saurais pas le dire. Il n'y a que lui seul qui peut le dire avec assurance. Nous ne pouvons avoir que des appréhensions. Voilà pourquoi je n'aime pas trop m'attarder sur ce genre de choses. Oui. Je voudrais que nous puissions beaucoup plus parler de la République, parler des intérêts nationaux, parler des intérêts de nous tous. Parler des individus, je crois que ça ne nous aide pas beaucoup trop avancer. Alors, on y arrive, on y arrive. La nation est faite des individus. La nation est faite des individus, mais on devrait plus parler des intérêts nationaux que de parler des individus. Alors, le président Kabila a fait son temps, il est parti. Et je crois qu'il aurait pu prêcher par un bon exemple. Et je crois que c'est peut-être ça qui donne la colère à certains Congolais. Il aurait pu prêcher par l'exemple. Il a eu à diriger ce pays pendant 18 ans, et un peu plus si on doit compter d'autres années antérieures. Mais je crois qu'il aurait mieux fait de prêcher par l'exemple. Il connaît les difficultés qu'on rencontre quand on est en train de piloter dans les zones de turbulence. Je crois qu'il aurait été nécessaire, même s'il n'est pas d'accord, totalement d'accord avec l'actuel président, le président Félix Tshisekedi, je crois qu'à un certain moment, la nation a besoin d'hommes qui se surpassent, d'hommes qui se dépassent, pour pouvoir voir l'intérêt de l'ensemble. Vous savez, pendant cette période, pendant que les gens sont en train de se donner des hypercutes, il y a la population qui est en train de souffrir. Quand nous regardons la situation, j'avais un peu déploré dans votre introduction, vous avez parlé de Beni, mais vous avez oublié de citer Bunagana dans votre introduction. J'ai dit que je pense que vous ne l'avez pas fait exprès. Vous avez oublié de citer Goma, Bukavu, mais le Congo est un et indivisible. Donc, c'est ça leur situation. Ces femmes qui sont violées, ces malades qui sont violentés, pris sur les lits d'hôpitaux. Ces gens, ces nombreuses familles, ces petits-enfants qui sont en train d'errer ça et là, à cause de notre comportement à nous les hommes politiques, je crois qu'à un certain moment, il est très important que nous puissions
tous nous surpasser. Et je donne, le président de la République s'est surpassé. Il avait tracé une ligne rouge. Il dit que ça, je ne franchis pas. Mais pour l'intérêt de la nation, au regard du nombre de gens qui sont en train de mourir, il a été obligé de se surpasser et de tendre la main. Je crois que ça devait être le cas de tous ceux qui sont épris de paix, de ceux qui sont épris de patriotisme, de ceux qui aiment la nation. Ça ne s'interprète pas de cette façon dans l'opposition. On aura peut-être l'occasion. Les gens peuvent ne pas, mais je vous ai dit, le principe, je dirais que j'ai planté le décor pour dire que même si la fenêtre est la même, nous ne voyons pas les mêmes choses. Ça signifie quand le président tend sa main, d'autres voient autre chose. Mais je crois qu'à un certain moment, le président est opposé peut-être à sa démarche, vous le savez. Non, pas opposé à sa démarche, j'ai parlé de se surpasser. On peut se surpasser. Bon, se surpasser, si vous le dites. Mais à propos de Joseph Kabila, il a opposé à quiconque l'accuserait de pouvoir en fournir les preuves. C'est aussi là un autre débat. Mais on va un peu rentrer dans notre sujet, oui. On va rentrer dans notre sujet, notre thématique pour parler de ces consultations. Aujourd'hui, une bonne France de l'opposition s'y oppose. Le bloc Lamouka, Katumbi, Sanga. J'ai lu d'ailleurs quelque part Epenge dire l'union sacrée consulte l'union sacrée. Alors, quel intérêt de mener cette démarche si ce n'est que les acteurs politiques de la même famille que le président de la République qui y prennent part? Bon, je crois que c'est une manière pour eux de voir, d'apprécier la chose, mais ce que moi je dirais, c'est que d'abord au sein de l'union sacrée, parce qu'avant d'aller, je crois que même le Seigneur Jésus-Christ, avant d'envoyer ses disciples, ses apôtres, aller prêcher à l'extérieur, il a dit commencez par Jérusalem. Ça signifie qu'il faut commencer par resserrer les rangs au sein de l'union sacrée parce qu'on le sait, certains l'ont même dit qu'il y a des petites tensions au sein de l'union sacrée. Donc, la mission n'est pas de s'arrêter uniquement à l'union sacrée. S'il ne s'agissait de s'arrêter qu'à l'union sacrée, je crois que le président n'aurait pas eu besoin de tendre sa main. Au sein de l'opposition, certainement, il y a des gens ou des compatriotes qui sont mus par l'idée, qui sont épris de paix, qui sont mus par l'idée de voir la paix se restaurer dans notre pays. Ils ont des horreurs de voir des compatriotes, des petits-enfants circuler à travers leur propre pays. Ils sont devenus errants dans leur propre pays. Ce n'est pas des choses à encourager. Moi, ce que je peux dire, j'inviterai simplement nos compatriotes, je préfère les appeler compatriotes, parce que parfois quand on dit opposition, on a l'impression que nous devons nous opposer. C'est un cri d'alarme qui est lancé par la population. S'il s'agissait simplement des hommes politiques, je crois que les hommes politiques peuvent s'en foutre et dire que ils n'ont qu'à rester. Il y a eu plusieurs dialogues, plusieurs pourparlers dans le passé, où l'opposition s'est absentée, mais qu'à cela ne tienne, la roue va continuer à avancer. Comme on dit parfois, je ne voudrais pas utiliser des termes très forts. Pourquoi? Parce que moi, je suis compté au nombre de ceux qui veulent que nous puissions unir nos forces, que nous puissions retrouver tant soit peu la cohésion nationale. On sait que la cohésion nationale parfaite n'existe pas et n'existera jamais. Il y aura toujours des gens qui s'opposeront, qui trouveront toujours une raison de dire que ça ne va pas. Mais ça, c'est leur affaire. Mais je crois que c'est un moment historique. C'est un tournant très déterminant pour les Congolais, à tous ceux qui veulent que la nation avance, à ceux qui veulent que les richesses, on parle de ressources stratégiques, c'est des termes très forts, on parle de ressources critiques, on parle de terres rares. Est-ce que nous nous rendons compte que toutes ces ressources se retrouvent dans notre propre pays et nous sommes pauvres? Est-ce que ça doit continuer comme ça? Est-ce qu'il n'est pas bon à un certain moment de dire que trop c'est trop? Pas seulement envers l'étranger, mais que nous-mêmes, nous puissions nous regarder en face, briser la glace et faire la paix. Oui. Ça peut être possible. Oui, faire la paix. Faire la paix. Vous êtes l'UDPS, oui. Faire la paix de l'UDPS. On vous reproche, vous, puisque je parle de la famille politique du chef de l'État, de ne jamais tenir, de ne jamais respecter vos engagements. Ça pose un problème aujourd'hui de méfiance et de crédibilité vis-à-vis de vos partenaires, alors que vous tendez la main pour une cohésion nationale. Il continue d'y avoir de poursuites judiciaires, des interpellations. Je crois que la cohésion nationale n'est pas opposée à ça. Le cas d'Obaminakou, secrétaire général du PPRD, bien avant lui, plusieurs cas du PPRD ont fait l'objet d'interpellations à l'auditorat
de garnison militaire de la Gombe. Hier, Minako a été auditionné jusqu'au tard dans la nuit, bien sûr, avant d'être relâché. N'est-ce pas vouloir une chose et son contraire? Non, mais cela ne veut pas dire que si nous voulons la cohésion nationale, si moi je tue quelqu'un, on va me laisser tranquille parce que j'ai violé la loi au nom de la cohésion nationale, on me laisse. Ça signifie qu'il est allé là-bas avec ses avocats, il a été entendu. J'imagine que si on l'a relâché, peut-être qu'on va poursuivre les audiences. Peut-être aussi qu'on a trouvé qu'il n'y avait rien à lui reprocher. Je crois que le cas, il ne faut pas voir simplement le cas du fait qu'un opposant est interpellé par la justice. Combien de gens du pouvoir n'ont pas été interpellés par la justice? Il y en a eu plusieurs. D'autres ont fait la prison. Certains qu'on peut dire les amis du président de la République ont fait la prison. Donc l'interpellation, il faut faire la nette séparation entre les infractions que les gens peuvent commettre vis-à-vis de la loi et qu'ils soient interpellés, quitte à eux de se défendre. Nous sommes dans un état de droit. Quel que soit, même si nous sommes en train de rechercher la cohésion nationale, cela n'exclut pas le droit. Cela ne veut pas dire que ceux qui ont tué, ils vont être récupérés, ils vont entrer dans le gouvernement comme par le passé. Ça signifie que le droit sera dit, la justice sera faite, mais nous faisons l'effort d'aller de l'avant, de nous souder les mains. Ça, de nous souder les mains, oui. Mais s'il y en a d'autres qui n'en veulent pas, évidemment, on va aller sans eux. Alors, de nous souder les mains, oui. Parlons maintenant de ces consultations. Ces consultations devront aboutir à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, un gouvernement de combat. Voulu d'union nationale. Oui, voulu d'union nationale. On espère qu'on y arrivera pour faire face à cette agression rwandaise. Mais d'aucuns se posent la question de savoir, est-ce la solution aujourd'hui, dans le contexte actuel, ce gouvernement de cohésion nationale? Avant peut-être d'aborder la question sur le profil de membres qui doivent composer ce gouvernement, mais est-ce la solution face à cette agression que le pays subit de la part du Rwanda? Est-ce que vous avez une autre solution? Peut-être que vous pouvez en avoir. Quand vous posez la question de savoir est-ce la solution, je pense que pour le président de la République, c'est l'une des solutions. Parce que vous savez, dans la vie, on n'a jamais eu la solution à tous les problèmes. Si on avait des solutions à tout, en ce moment-là, ce serait trop facile. Je serais face à Jean-Marc Aboun, je lui poserai cette question, qui lui également pense que ce gouvernement n'est pas du tout la solution par rapport à la crise actuelle. Mais la solution... Nombreux sont ces Congolais qui réfléchissent comme ça. Que va être la solution? Parce que la solution, évidemment, on a dit que face à un ennemi commun, nous sommes tous... Si le président parle de gouvernement d'union nationale, cela ne veut pas dire qu'il remet en cause les résultats des élections, mais il se dit qu'il y a d'autres compatriotes peut-être qui sont mis en marge de l'avancée de la République. Si nous pouvons les récupérer, leur permettre par leurs idées de pouvoir contribuer au développement, parce que quoi qu'on dise, il y a des opposants qui travaillent pour la République, qui sont dans les établissements publics, qui sont dans les entreprises publiques, d'autres qui ont des sociétés qui contribuent d'une certaine manière. Mais si nous pouvons encore unir nos forces pour aller de l'avant, je crois qu'il n'y a aucun problème par rapport à ça. Les solutions peuvent être nombreuses. Il y a cette solution qui est déjà mise, c'est pour ouvrir le cœur, montrer que nous voulons la cohésion nationale. Mais cela ne veut pas dire que c'est l'unique solution. Peut-être qu'il va, certainement, il y en a 2, 3, mais quelle est la meilleure solution? C'est cela que nous sommes en train de rechercher. On commence d'abord par vouloir resserrer les rangs, et encore faudra-t-il dire à tous les Congolais que tout le monde ne sera pas dans le gouvernement. D'autres peuvent contribuer par leurs critiques objectives qui vont aider la République à aller de l'avant. Donc, même si nous voulons un gouvernement d'union nationale, gouvernement de combat, gouvernement, ça dépend de ce que chacun, de la manière dont chacun peut le nommer. Mais le plus important, c'est qu'on ouvre le cœur pour pouvoir permettre à tous les Congolais qui le désirent de pouvoir joindre leurs mains, mettre leurs mains à la pâte pour pouvoir aller de l'avant. Mais alors, si d'autres estiment qu'ils vont contribuer en étant dans l'opposition, mais on n'a jamais forcé quelqu'un à entrer dans le gouvernement. Non, mais pas seulement d'être dans l'opposition, mais en analysant aujourd'hui la famille politique du chef de l'État, qui doit, j'imagine, d'abord prêcher par l'exemple, en témoignant cette cohésion. Il y a aujourd'hui déchirure. Ou mieux frustration. Je vous donnerai l'exemple des consultations parallèles annoncées par le professeur Mbata, qui a tout de suite, secrétaire permanent de l'Union sacrée, qui a tout de suite énervé le conseiller spécial du chef d'État, qui a reçu mandat de pouvoir organiser ces consultations. Via son directeur de cabinet, il a carrément dénoncé cette pratique
tout en soulignant que le conseiller spécial est le seul habilité à consulter. Ces consultations parallèles. Non, mais est-ce que le prof Mbata a pris la place du conseiller spécial? Oui, le prof Mbata a annoncé des consultations au sein de l'Union sacrée. Non, ça signifie qu'il peut annoncer parce qu'il est le secrétaire permanent, mais je crois que, comme on dit, les compétences sont d'attribution. Donc, le président l'a dit tout haut, c'est le conseiller spécial qui va conduire les consultations. Je crois que nous en tenons à ça. Est-ce que ça ne témoigne pas d'un désordre? Vous le savez, le professeur Mbata n'est pas, j'allais dire à son premier forfait, mais en parenthèse, le mot est trop fort. Il y a eu restructuration de l'Union sacrée. Il y a quelques semaines. Toujours dans ce contexte de guerre, nous avons vu le cadre de cette plateforme politique s'élever et dénoncer cette liste publiée par le professeur Mbata. Je cite Willy Michiki, Justin Bitakwira. Même Modeste Bahati Lukwebo l'a dénoncé hier à la sortie de l'audience avec le conseiller spécial. Mbata se place même au-dessus de chefs de regroupement politique. N'est-ce pas un désordre qu'il faudra tout de suite recadrer? Je crois que dire qu'il se place peut-être... À mon 40 têtes. Non, mais ça signifie que chacun peut apprécier les choses à sa manière, mais je crois que quand on est dans un regroupement, au nom de la liberté et des droits de chacun, il a dit, d'ailleurs, vous avez parlé du prof Bahati, il a parlé librement et il a exprimé. Donc ça signifie que les frustrations, nous sommes dans un monde où il y aura toujours des frustrations, parce que vos intérêts ne seront peut-être pas les miens. Nous sommes dans un monde où il y a des frustrations tous les jours, même dans nos familles, même dans un couple, il y a parfois des frustrations. L'homme agit, la femme n'est pas d'accord et se sent un peu abandonné, frustré, son point de vue on n'en a pas tenu compte. Nous sommes dans un monde de frustration. Mais en tant qu'homme politique, en tant qu'adulte, moi je pense que quand il y a des problèmes, il y a moyen que les gens se parlent, trouvent des voies. Et je crois que l'Union sacrée est organisée. Les gens peuvent se parler. Et je pense que, selon les explications que nous avons suivies, c'est qu'on a élargi l'Union sacrée à 40, justement parce qu'il y avait plusieurs qui étaient frustrés, qui pensaient qu'il n'y avait que 6 patrons, entre guillemets, qui semblaient conduire la barge. Voilà pourquoi on a élargi. Et d'autres sont toujours frustrés parce qu'ils ne font pas partie. Mais il y en aura toujours. Mais ça signifie que là, on a pris 7, ceux qui ont peut-être 7 députés. Mais d'autres, ceux qui ont 6, auraient bien voulu qu'on descende à 6. Si vous êtes à 6, celui qui en a 5 voudra. C'est pour dire que nous sommes dans un monde où il y aura toujours des frustrés. Mais si le souci majeur de chacun d'entre nous nous permet de comprendre qu'à un certain moment, il faut se surpasser, se dépasser pour l'intérêt national, je crois qu'il y a moyen de le faire. Moi, je comprends votre position. En tant que cadre de l'UDPS, vous évitez d'être un peu dur avec mais ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est un problème de tempérament. Oui, lorsqu'on dit de Mbata, il se place à la 2e position au sein de cette plateforme, avant les chefs de regroupement politique, lui qui n'est qu'un cadre de l'UDPS, le président de la République c'est 0,0, lui c'est 0,01, c'est là où il y a de frustration. Est-il obligé d'agir? Moi je pense que l'Union sacrée doit être peut-être mieux organisée, mieux structurée, parce que quand on dit que vous êtes 40, tous membres de l'Union sacrée, quel est le rôle de chacun qui est responsable, qui a préséance l'un sur l'autre? Oui, le rôle de Mbata serait le secrétariat. Il faut toujours faire la part des choses. Quand on dit secrétaire permanent, c'est différent d'un simple secrétaire. Il est quand même secrétaire permanent. Donc il faut faire la part des choses. On va pas il faut pas non plus il y a des nuances à faire, il ne faut pas non plus le diminuer. Je crois qu'il est professeur d'université. Cette position je crois que les statuts... secrétaire général de son parti. Mais le mettre devant, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je crois que quand les manifestations sont organisées, il faudra bien que quelqu'un prenne la parole pour annoncer les programmes, pour organiser les choses. Je crois que le secrétaire général, le secrétaire permanent, il a un peu le rôle de secrétaire général. Il a un rôle important. Donc on ne peut pas dire qu'il n'a que le rôle de secrétaire. Il ne s'agit pas d'avoir un secrétaire ou bien un assistant. Il est quand même le secrétaire permanent. Il est quand même aussi une des têtes pensantes de l'Union sacrée. Les frustrations, on comprend qu'il y a des frustrations, mais je crois qu'il y a moyen de régler ça très rapidement et de pouvoir regarder ce qui est
plus important. Le plus important, ce n'est pas de savoir qui est préséant ou pas, mais le plus important au jour d'aujourd'hui, c'est de voir les intérêts stratégiques de la République démocratique du Congo et du peuple congolais. Alors, nous allons parler de l'agression rwandaise et également avec les différents... On n'a pas parlé du profil des membres... oui, nous allons y arriver certainement avant de chuter dans ce programme. Nous parlons de profil de membres de ce gouvernement et nous allons d'ailleurs chercher à vous poser la question de manière personnelle. Si vous êtes intéressé, vous allez nous répondre. Mais parlons un peu de l'agression rwandaise et des différents fronts que le chef de l'État a ouvert aujourd'hui. La République d'Angola a annoncé le retrait de Joao Lourenço de la facilitation dans ces conflits qui opposent le Rwanda et la République démocratique du Congo. Pour certains analystes, sont de frustrations. Cela est lié à de frustrations. Le mot frustration, oui, vous le voyez partout, ça revient partout à tous les niveaux. Du fait que le président de la République et son homologue rwandais ont accepté l'invitation de l'émir du Qatar à Doha la semaine dernière, alors que lui, en tant que facilitateur, n'a pas pu réunir les deux personnalités. Alors, Joao Lourenço, frustré, décide de jeter l'éponge. C'est votre analyse? Moi, je ne suis pas de cet avis. Je crois que quand deux personnes sont en conflit, je crois que toute personne qui peut aider à atténuer les frustrations, comme vous aimez bien le mot, serait toujours la bienvenue. Si l'émir du Qatar a pu les réunir et tenter d'atténuer, tant soit peu parce que les deux présidents de la République n'acceptaient pas encore de se rencontrer, tout au moins c'est pas le nôtre. On comprend que le 15 décembre, il était prévu un sommet entre la RDC et le Rwanda pour signer le protocole d'accord. Il y en a un qui ne s'est pas présenté. Mais s'il y a quelqu'un qui peut aider à mettre les deux personnalités ensemble, je crois que tout ça, ça contribue simplement à aider à décrisper. En plus, lors de ce sommet-là de Doha, on a renvoyé tout le monde au processus tant de Nairobi que de Luanda. C'est pour dire qu'il n'y avait pas lieu qu'il y ait des frustrations. Mais c'est que moi, j'ai cru comprendre, et les raisons officielles qui ont été avancées, c'est que lui étant devenu maintenant le président de l'Union africaine, compte tenu des responsabilités, il doit voir les choses un peu plus en grand. Voilà pourquoi il s'est déchargé. Oui, mais il pouvait le faire bien avant. Il pouvait le faire bien avant. Il a refusé de le faire, bien que l'Union africaine avait désigné peut-être une coïncidence heureuse. Oui. C'est peut-être une coïncidence heureuse. Alors, pour beaucoup, parmi ceux qui soutiennent le chef de l'État, on pense que la rencontre de Doha est une victoire, est à classer parmi les victoires diplomatiques du chef de l'État. Vous êtes d'avis? Bon, victoire, une certaine victoire, oui. Parce que le plus important pour nous, en fait, ce n'est pas les rencontres. Ça, c'est juste, nous sommes dans un processus. Pourquoi nous devons le considérer comme une victoire diplomatique? Non, moi, je dis victoire diplomatique dans ce sens où les deux personnalités ont accepté de se rencontrer, de se parler en face. Et je crois que le président de la République a toujours réclamé de rencontrer le président du Rwanda pour qui se parle en face, en tant qu'homme qui se dit certaines vérités qui ne pouvaient pas être dites dans n'importe quel salon. Ça, le président l'avait toujours dit et je crois qu'avoir une occasion pareille pour lui, c'est peut-être pour ça que les gens appellent victoire. Pour moi, la véritable victoire, c'est quand nous aurons retrouvé tous les pans de notre République en entier. Quand il n'y aura plus de guerre, pour moi, ce sera ça la victoire. Mais il y a ce qu'on appelle aussi les victoires d'étape. Vous avez parfois l'habitude de suivre la Champions League ou bien le Tour de France. Il y a ce qu'on appelle des victoires d'étape. Mais ce n'est pas encore la victoire finale, ce n'est pas la victoire définitive. Certains peuvent considérer ça comme victoire, oui, parce que les deux personnalités se sont rencontrées, se sont parlé, ont accepté de pouvoir avancer dans la bonne direction. Certains peuvent appeler ça victoire, oui, mais moi, la victoire qui m'intéresse, c'est la victoire définitive. Alors, la victoire définitive passera par quel chemin, j'allais dire, par quelle route, par quelle voie? Il y a plusieurs voies, vous l'avez dit. Est-ce la voie diplomatique? Est-ce la voie militaire aujourd'hui? Est-ce la voie militaire aujourd'hui? Quelle est la solution idéale aujourd'hui pour mettre fin à cette situation? Certains pensent que sur le plan militaire, ça n'apportera que des frustrations que vous êtes d'ailleurs en train de dénoncer. Parce qu'il y a un vainqueur et un vaincu, le vaincu est humilié. Et nous savons qu'au finish, nous aurons toujours la victoire.
Mais est-ce que l'objectif, c'est de faire la guerre? Quel est le bénéfice de faire la guerre? La guerre, c'est quoi? Vous dépensez beaucoup de moyens qui auraient pu être orientés vers d'autres secteurs porteurs. La guerre, c'est quoi? On est en train de tuer la jeunesse congolaise qui est l'espoir de demain. Et Dieu seul sait combien de jeunes sont en train de mourir et ce qu'ils auraient pu, ce qu'ils représentent pour le Congo de demain, à tout point de vue. Donc, à tout point de vue, moi, je considère que la guerre n'est pas bonne. Et je crois qu'il y a un musicien camerounais qui a dit « La guerre, mon Dieu, c'est pas bon, c'est pas bon. » C'est pour dire que tout le monde est d'avis que la guerre n'est pas une bonne chose. Parce qu'il y a des morts de toutes parts, il y a des pertes de toutes parts. Mais si, pas la diplomatie, et je crois que c'est tout le bienfait de la diplomatie, parce qu'avec la diplomatie, on peut arriver à mettre fin à la guerre sans qu'il ne soit nécessaire de tirer une balle. C'est tout le bénéfice d'actionner davantage la voie diplomatique. Mais qu'à cela ne tienne, mais si nous avons en face de nous des gens qui n'entendent que le discours de la guerre, eh bien on fera la guerre. Et Dieu seul sait qui sera le vainqueur demain. Alors, il y a un dicton, un célèbre dicton qui dit qui veut la paix prépare la guerre. Alors aujourd'hui, il y a un autre dicton qui dit qui veut la paix connaît la guerre. Oui, oui, on va peut-être s'arrêter sur qui veut la paix prépare la guerre. Prépare la guerre, oui. Prépare la guerre. Aujourd'hui, comment se porte le FARDC? Comment se porte le Ouazalendo? Comment se comporte-t-il au front? Parce que nous avons, depuis un certain moment, assisté à des replis stratégiques qui ne se justifieraient peut-être pas. Il y a eu un procès qui s'est ouvert à Kinshasa dernièrement avec le ministre de la Justice Constant Moutamba, des officiers qui ont abandonné la ville de Goma pour Bukavu. Comment se porte aujourd'hui? Est-ce que la RDC prépare la guerre, bien que nous sommes inscrits dans la voie diplomatique? Nous sommes en pleine guerre. Donc aujourd'hui, on ne peut plus parler de préparer la guerre. Parce que quand vous interrogez tous les stratèges militaires, ils vous diront toujours que la guerre d'aujourd'hui s'est préparée hier. Ce n'est pas aujourd'hui. Et une guerre se prépare, on peut prendre le temps minimum pour préparer la guerre, c'est 5 à 10 ans. Préparer la guerre, ça signifie qu'il faudra avoir des soldats bien entraînés, c'est-à-dire qu'il faudra avoir les équipements militaires nécessaires, c'est-à-dire qu'il faudra avoir les moyens financiers nécessaires. Ben, est-ce que nous nous y étions préparés? Donc si aujourd'hui, quelque part, nous connaissons certaines défaites, certaines pertes dans certaines batailles, c'est justement parce que hier, on ne s'est pas préparé. Si on le dit aujourd'hui, les gens diront que vous êtes en train de vouloir accuser l'ancien régime. Pourquoi? Parce qu'une guerre, ça se prépare bien avant. Ça se prépare de quelle manière? Ça signifie qu'il faut s'équiper en temps de paix. C'est pourquoi on dit que qui veut la paix prépare la guerre. Ça signifie en temps de paix. Quand vous avez le moment de paix, vous devez vous équiper suffisamment parce qu'en ce moment-là, vous êtes en train de vous préparer sans précipitation, pas sur le feu de l'action. Mais maintenant, là, nous sommes en train, en même temps, de préparer et la guerre et de vouloir nous équiper. Mais vous savez que les équipements militaires ne s'acquièrent pas comme des sardines. Vous entrez dans un shop, vous demandez, donnez-moi, il y a des sardines empilées dans un rayon, donnez-moi 2 boîtes de sardines, on vous les donne. Les équipements militaires sont livrés à la commande, sont fabriqués à la commande. Ça signifie que quand vous avez, par exemple, certains avions de combat, c'est séparé en 82 millions de dollars. Mais ces 82 millions de dollars, on ne les dépense pas du coup quand on est en... Et là encore, ça signifie que c'est quand vous êtes dans une commande normale. Un char de guerre, char de combat, vous êtes à plus ou moins 8 millions de dollars, ça dépend de modèle. C'est ça qui justifierait le Non, mais c'est pour dire que... Non, je ne parle pas encore. Vous avez dit comment on se prépare. Oui. C'est-à-dire, je voulais vous donner un peu le tableau général pour que vous puissiez comprendre que la situation dans laquelle nous nous trouvons n'est pas une situation facile. Parce qu'il y a des gens qui pensent que, non, on peut dire par un coup de baguette magique, non, il faut acquérir des avions de guerre. Et puis, c'est du jour au lendemain. Je vous donne un exemple un peu banal pour me faire peut-être comprendre. Quand vous entrez dans un restaurant, je sais que M. Merveille Lundula, il vous arrive d'entrer dans les meilleurs restaurants de la capitale. Quand vous arrivez, vous vous asseyez, on vous présente la carte. Est-ce à la minute qui suit que vous avez le repas?
Et bien sûr que non, je me permets Bien sûr que non. question. On vous dit il faut le temps de préparer. C'est pareil aussi pour la guerre. Quand vous commandez, mais c'est en ce moment-là peut-être qu'on commence à fabriquer. Donc, le monde militaire, c'est un monde assez complexe et subtil, Oui, un monde ambigu. C'est pour dire que si nous ne nous étions pas suffisamment préparés hier, aujourd'hui, il est tout à fait normal que nous puissions de temps en temps connaître des déboires, mais nous devons malgré ça faire face à la guerre. Et la guerre aujourd'hui, ça signifie qu'il faut dépenser beaucoup de moyens que vous n'aviez peut-être pas préparés hier. Voilà pourquoi avec le gouvernement, le régime actuel, on a mis en place la loi de programmation militaire pour avoir des budgets pluriannuels, avoir une vision à court, moyen et long terme. C'est que nous n'avions pas hier. Donc vous comprenez qu'il y a des difficultés face auxquelles notre armée, et vous devez vous rassurer que dans notre armée, il y a des gens animés de bonne foi, mais on ne fait pas la guerre sans moyens. Ça, il faut vraiment se l'avouer. Et avant de faire la guerre, ben, là, on nous a soumis à la guerre et nous y allons. Alors, nous devons nous battre, nous sommes sur le feu de l'action. Donc, c'est pour dire que nous n'allons pas nous décourager, parce que l'armée doit se préparer. Nous sommes en train de nous préparer et en même temps en train de faire la guerre. Oui, belle excuse pour... Ce n'est pas une excuse, mais c'est la réalité. Ceux qui nous suivent se disent, après 6 ans au pouvoir, 7 ans, aujourd'hui, pourquoi nous n'avons pas pris toutes ces mesures alors que nous savions que nous avons une guerre qui dure depuis 30 ans? Mais la guerre dure depuis 30 ans parce que vous allez dire encore c'est une excuse. Qui ne sait pas ce qui s'est passé avec les nombreux brassages et le nombreux mixages? En réalité, c'est quoi? Je crois que les autres s'étaient préparés bien avant de nous faire la guerre. Mais nous étions dans la politique de bon voisinage. Et l'armée a commencé à plomber depuis des longues années. Je crois que là, nous sommes en train de nous préparer, de faire la guerre en sachant que nous devons être clairvoyants. Ce qui nous est arrivé aujourd'hui, nous devons l'éviter. Voilà pourquoi le président est assez ferme sur certaines positions pour dire plus de brassage, plus de mixage. Si il faut qu'on dialogue avec les autres, mais les autres, nous allons les cantonner quelque part. Merci. Il ne faut plus aujourd'hui mettre le verre dans le fruit de sorte que demain on reconnaisse les mêmes déboires. Donc nous devons nous préparer sérieusement aujourd'hui. Il faut fermer certaines portes, il faut fermer certains trous, certaines sources de coulage. C'est très important. Oui. Ce ne sont pas des excuses, mais ce sont des réalités de terrain. Alors, des réalités de terrain. Alors, nous profitons de l'occasion pour passer tous nos soutiens aux forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent nuit et jour pour préserver l'intégrité de nos frontières face à l'ennemi. Peut-être, monsieur le journaliste... En tant que patriote. Alors, un mot sur le Ouazalendo. Vous pouvez en profiter. Les Ouazalendo, en fait, ce sont des compatriotes qui se battent pour leur terre. Très déterminés. Et vous voyez que je crois qu'il constitue un soutien majeur aussi au FARDC. C'est vraiment très important. Vous savez, dans la nomenclature de notre politique de défense, on a prévu aussi des réservistes. On a prévu ce qu'on appelle aussi la réserve armée de la défense. Vous aussi, en tant que journaliste, vous pouvez aller prester dans l'armée. C'est prévu. Donc, et je crois que la Constitution prévoit qu'en des périodes comme celle-ci, on peut imposer le service militaire. Épuiser, oui, c'est des éléments. Réservistes. Mais ce sont des réservistes, en tout cas, qui sont d'un appui considérable. Donc, je crois que maintenant, là, il faut bien les encadrer de sorte qu'après cette période de traversée, qu'ils ne puissent pas être demain une charge pour la République. Donc, il faut mieux les structurer pour savoir demain déjà. Ça s'appelle l'anticipation. Nous sommes en temps de guerre. Il faudra déjà réfléchir plus loin pour savoir demain comment est-ce que nous allons les intégrer, qu'est-ce qu'ils vont devenir. C'est très important déjà d'y penser. Alors, nous avons parlé de plusieurs fronts. Nous avons parlé du front diplomatique, du front militaire. J'aimerais que vous puissiez placer un mot rapidement sur le front religieux, médiatique et économique. Qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui pour que nous puissions avancer dans cette logique de pouvoir vaincre cette guerre et pacifier définitivement l'Est de la RDC? Et sur le plan médiatique, il est aussi, disons, sur le plan diplomatique, je voulais faire un petit recul avant de pouvoir avancer. C'est qu'on a quand même connu des avancées considérables. Parce que le Rwanda, qui n'était pas cité hier, aujourd'hui, tout le monde a compris que le Rwanda a agressé la RDC. C'est une avancée. Je ne dis pas encore que c'est une victoire. Je préfère, moi, parler en termes d'avancée. Et on a vu la pluie de sanctions qui sont en train de tomber sur le Rwanda. Et je crois que c'est des choses qui vont davantage décourager le Rwanda à pouvoir aller de l'avant, à nous attaquer. Donc, ce front
l'âme diplomatique a amené quand même des résultats. Mais comme j'ai dit, c'est des avancées, mais on ne se satisfait pas de ça. Comme je vous ai dit, le plus important pour nous, c'est d'avoir l'entièreté de la RDC pacifiée. C'est ça l'objectif principal. Il ne faudrait pas que les victoires d'étape nous distraient. Ça, c'est très important. Donc, le front diplomatique, conduit par le président de la République et la ministre d'État, c'est un élément très, très important. Oui. Mais le front médiatique, c'est vous et moi. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes sur le front médiatique, Exactement. sur le front de l'information. Captiver les troupes. Parce que vous savez, une armée, c'est aussi le soutien de sa population. Ce que nous sommes en train de faire, c'est soutenir les FARDC, c'est soutenir nos compatriotes qui sont dans des zones sous occupation, c'est leur dire que nous ne vous abandonnons pas, nous sommes ensemble, nous nous battons pour que demain vous puissiez être libres. Et on a vu que déjà les conséquences à Bukavu, on dit que la population est en train déjà de se réveiller, de résister face à cette agression. C'est très important. Et ça, c'est par notre langage, comme on dit, la parole crée. Au commencement était la parole et la parole engendra ceci, cela. Donc, par les paroles que nous sommes en train de prononcer, nous sommes en train d'encourager nos compatriotes qui sont de l'autre côté. Une sorte d'éveil de conscience de la population. C'est important. Alors, et en même temps, il faut combattre les fake news qui sont balancées pour justement décourager la population congolaise. Ce front est très très important et chaque Congolais qui le peut, même avec son téléphone, devait se lever pour pouvoir défendre la patrie à sa manière avec le front médiatique. Alors, le temps qui nous est imparti touche pratiquement à sa fin. On n'a peut-être pas le temps de puiser les autres fronts, mais j'aimerais qu'on puisse chuter pour finir ce numéro sur le profil. Le profil. Parce que nous devons le rappeler à ceux qui nous suivent, tout ce que nous disons aujourd'hui tourne autour des options ou de mécanismes qui doivent être mis en place pour pouvoir mettre fin à cette agression. Quel profil pour le prochain ou le futur ministrable de ce gouvernement de combat? Monsieur Alain Moukouna, vous êtes demandeur? Demandeur, peut-être pas, mais si je suis sollicité, preneur, pour l'intérêt de la République, si la République recourt à mes compétences, je le ferai avec plaisir. Mais le profil, parlons du profil. Parlons du profil pour le premier élément pour moi, c'est le patriotisme. Le patriotisme vaut plus que tout. Le patriotisme vaut plus que les compétences. Il y a des un élément intrinsèque qui n'est pas évaluable. On peut paraître patriote et puis après se révéler traître. Le cas de ceux qui ont dirigé des... Non, mais j'ai dit le patriotisme. Il y a quand même des il y a des symboles, des signes, et c'est pour ça qu'il y a des services d'intelligence pour justement aller aller jusqu'à détecter le degré, je dirais même, de patriotisme. C'est important. Il y a des signes qui sont évidents, qui ne trompent pas. Votre langage peut parfois vous accuser. Quel est le langage que nous utilisons par rapport à notre patrie? Est-ce que nous sommes de ceux qui disent qu'il faut vendre la République, ou bien nous sommes de ceux qui disent que nous devons défendre la patrie jusqu'à notre sang? Et comme je disais, il ne faut pas se moquer des FARDC parce que la police et les FARDC, c'est les corps qui acceptent de livrer leur sang pour la République. Il n'y en a pas plusieurs. Donc, vous parlez du patriotisme. Je parlais du patriotisme, je parlerai de la compétence, parce que malheureusement, certains sont choisis sur la base de népotisme, de tribalisme, de ceci et cela. Je crois que si nous voulons la cohésion nationale, c'est vrai que pour former le gouvernement, on doit tenir compte de toutes les provinces. Ça, c'est inscrit dans la Constitution. La représentativité nationale, il faut en tenir compte, c'est très important. Mais au-delà de ça, il faut qu'il y ait des compétences. Prenons les meilleurs d'entre nous pour nous représenter à la manière un peu des léopards. Nous jouons ce soir contre la Mauritanie, mais comment on dit, le sélectionneur, le coach, il prend les meilleurs d'entre les Congolais footballeurs. Donc, ayons la coutume de prendre aussi les meilleurs d'entre nous. Moi, je dis au jour d'aujourd'hui, on parle souvent de l'amour du travail bien fait. Moi, je dis non, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Ça doit être l'amour du travail très bien fait, de l'amour excellent. Les meilleurs d'entre nous, ceux qui peuvent mieux nous représenter, qui peuvent mieux agir à notre place, qui soient choisis. Donc ça, c'est très important. J'ai parlé du patriotisme, j'ai parlé de la compétence. Et j'ai parlé de la représentativité nationale. Ça, c'est parmi les éléments qui me semblent très, très importants. Et puis, c'est que je pourrais ajouter, oui, c'est vrai, tout le monde aspire à entrer au gouvernement.
peut-être pour des raisons qui sont propres à chacun, parce qu'on espère avoir plus de moyens au gouvernement. Je crois que ça ne devait pas être ça la finalité. La finalité, ça devrait être servir la nation. Là, je vous jette les fleurs. J'ai vu que le décor a changé, oui. mais vous ne l'avez pas fait pour vous. Vous l'avez fait pour les téléspectateurs qui voient un beau décor. Vous l'avez fait pour vos invités quand ils viennent, qu'ils soient bien reçus. Mais quand on entre au gouvernement, ça doit être pour servir la nation. Alors, vous n'avez pas parlé peut-être de la taille de ce gouvernement. Le président mais j'allais chuter par là. J'allais chuter. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Un gouvernement éléphantesque. Ça, je ne peux pas oublier parce que mon combat personnel a toujours été qu'il faut toujours réduire la taille du gouvernement. Une cinquantaine, ça fait un peu, on dépense un peu plus. Nous devons utiliser la rationalité, l'optimisation des moyens que nous avons aujourd'hui. Moi, j'ai toujours dit que pour un pays comme la République démocratique du Congo, un gouvernement de 22 à 30 membres suffirait. Il y a des secteurs qu'on peut fusionner, de sorte que ce soit les meilleurs. Je ne sais pas pourquoi trop de gens rêvent d'entrer au gouvernement, mais que ce soit les meilleurs et que ce soit un gouvernement d'apostolat. Un gouvernement, certains ont osé dire, de combat. Un gouvernement qui va venir nous sortir, pas un gouvernement, des membres des gouvernants, des ministres qui vont aller pour s'enrichir. Ce n'est pas le moment de... Si vous voulez vous enrichir, créez des entreprises, devenez des entrepreneurs, vous gagnerez des millions comme les Elon Musk, ainsi de suite, que sais-je encore. Mais on entre au gouvernement pour servir la République, c'est de l'apostolat et ça c'est vraiment très important. C'est mon combat, je l'ai dit aujourd'hui, je l'ai dit hier et je le dirai toujours, c'est ma conviction profonde, qui est basée un peu sur le modèle de notre mentor Étienne Tshisekedi. À la conférence nationale, il forme un gouvernement de 22 membres. Oui, je sais que beaucoup étaient frustrés à l'époque parce que tout le monde aspire à être toujours au gouvernement, mais on peut servir sa nation, même dans le football, on peut servir la nation en étant musicien, parce qu'on oublie que la culture peut porter toute une nation. Jamaïque a été portée par le reggae de Bob Marley. Oui. Donc, chacun là où il se trouve peut aider la République à aller de l'avant. On peut être professeur d'université, on peut être scientifique, mais l'effort que ceux qui vont nous représenter, c'est de repartir équitablement les ressources nationales, et cela est dit dans notre Constitution. Oui. Donc on ne rentre pas au gouvernement pour s'enrichir, mais on entre au gouvernement pour enrichir la République. Donc voilà ce que je peux dire par rapport au profit de ceux qui vont entrer. Si je peux y être, gloire au Seigneur. Si je n'y suis pas, je ne serai pas frustré. Je continuerai mon combat, je continuerai à servir ma nation là où je suis, notamment sur le plateau comme je le fais maintenant. Merci beaucoup, Monsieur Alain Mukuna Mwembi. Nous vous souhaitons bonne chance. Nous vous connaissons, nous croyons que vous êtes en mesure et vous disposez des compétences pour servir la nation à ce niveau, et le patriotisme, vous l'avez démontré suffisamment. Alors, Madame, Messieurs, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver dans le cadre de ces échanges que nous organisons ici sur Congo 26 Télévision. Vous avez certainement compris, c'est par ici que nous mettons un point final à ces numéros. Vous étiez nombreux à nous suivre, nous vous disons merci. Continuez le débat en commentant dans les différents réseaux sociaux, en partageant, en vulgarisant ce message qui est aussi pour nos frères qui sont dans l'est du pays, pour le FARDC et pour tous ceux qui combattent pour mettre fin à cette agression rwandaise qui n'a que trop duré. Entre-temps, restez en paix chez vous. Je vous retrouverai certainement très prochainement et ça sera avec le même plaisir. Bonsoir.